T'aimes la baston, t'aimes prendre des grands coups dans la gueule, et ben j'ai peut-être quelque chose pour toi avec DC KO, le tome 2 qui vient de sortir. Ah non, c'est pas par là, c'est par ici. Voilà, c'est le tome 2 de DC KO qui est sorti à la fin du mois précédent, donc à la fin du mois de mai. Le tome 3 sort fin juin, et j'étais assez impatient de lire ce tome 2. Pour quelle raison? Parce que le tome 1 m'avait un petit peu laissé sur ma faim, je vous en avais parlé dans ma vidéo, j'avais trouvé que pour un tome 1, c'était un peu mou. Alors, ce tome 2, c'est heureusement les choses reviennent, je vais presque dire à la normale, pour un comics de baston. C'est-à-dire, enfin, on a de la baston. C'est-à-dire, enfin, ça se bagarre. Alors, au sein de cette... j'ai pris note, parce que je vais pas pouvoir tout retenir. Au sein de cet album, vous avez à la fois des duels et vous avez des matchs 2 contre 2. Alors, autant vous faire la liste tout de suite, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Vous avez Superman contre Captain Atom, vous avez Aquaman contre Hawkman, vous avez Cyborg contre Swamp Thing, vous avez Harley Quinn contre Zatanna, vous avez Flash contre Green Lantern, vous avez Lex Luthor contre le démon, vous avez Red Hood contre le Joker, et voilà, j'en dis pas plus. Et puis, vous avez aussi dans cet album la suite de Night Fight, c'est-à-dire, vous savez, cette aventure où Batman est trimballé d'un univers alternatif à un autre pour, à un moment donné, probablement revenir dans les combats de DCKO. Et puis enfin, vous avez DCKO 3, oui, un seul numéro de DCKO sur les 5, mais dans lequel vous avez des combats à deux, c'est-à-dire que vous avez des personnages, vous avez des duos en fait qui s'affrontent, et parmi ces affrontements, moi j'ai surtout noté celui de Guy Gardner et Hal Jordan contre Shazam et Superman. Vous l'avez l'affiche? Ouais, je pense que vous l'avez maintenant en tête, et pour tout vous dire, ça vaut quand même pas mal le coup. Bref, s'il faut retenir une chose de DCKO 2, c'est que enfin ça bastonne, enfin cette collection prend tout son sens au niveau du nom, puisque oui, il va y avoir des KO, oui, ça va bastonner, et on se concentre enfin sur le ring, c'est-à-dire sur la bagarre. Voilà, et on est là pour ça. Ça n'a aucun autre intérêt, hein. Autant vous dire que ne cherchez pas de subtilité, on est là pour la bagarre, pour la baston, pour les gros muscles. Ah oui, je vous ai pas dit, mais il y a Lobo contre Wonder Woman qui vaut son petit pesant de cacahuètes aussi. Bref, dans quelques instants, le temps que j'installe tout mon barza et que que je me pose, je vous le feuillette. Alors, le feuilletage est un petit peu compliqué parce que c'est des successions de duels, donc forcément, si je feuillette tout, je vous spoil tous les combats qu'il peut y avoir à l'intérieur de cet album. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous spoiler le début des combats, de chaque combat, et volontairement, je passerai au combat suivant avant le dernier round parce que tout ça se joue en 2 manches gagnantes. Donc, de façon à ne pas vous spoiler les vainqueurs, je vais essayer de bien sélectionner mes pages de façon à ne pas trop vous spoiler. Dernière petite chose, dans le tome 1 de DCKO, nous avions l'idée qui était suggérée que les versions absolutes des personnages allaient apparaître. Et bien l'idée est encore une fois soulignée plus fortement dans cet album. Donc il n'est pas impossible que Absolute Batman, Wonder Woman et compagnie apparaissent dans DCKO. Mais chut, n'en disons pas plus. Petit rappel quand même pour ceux qui ont raté le tome 1, c'est quoi DCKO? C'est le gros event de l'année de chez Urban DC Comics. Alors, DCKO, en gros, c'est Darkseid avait disparu, il menace de revenir, il y a de fortes chances qu'il écrase tout le monde, donc en fait tout le monde est à la recherche d'une solution. La solution a été trouvée, c'est en fait de désigner un champion parmi tous les héros qui, grâce en fait à l'énergie de Darkseid, grâce au cœur de, je crois que ça s'appelle le cœur de Darkseid, que je dis pas de conneries, le cœur d'Apocalypse, qui grâce, le champion qui va être élu pourra utiliser cette puissance de façon à espérer vaincre, pas Apocalypse, mais Darkseid. Alors évidemment, là, il n'y a plus de pitié, c'est-à-dire tout le monde est là pour se foutre sur la gueule, pour qu'il y ait un champion et que ce champion puisse vaincre Darkseid. Et s'il réussit à vaincre Darkseid, il pourra refaçonner la réalité à sa guise. Donc autant dire qu'il ne faut pas trop se louper sur le champion. Si c'est le Joker ou Lex Luthor, on est mal barré. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire sur cet event? Je cherche, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, le tout, c'est qu'on se retrouve dans quelques secondes pour en parler. Bien, allez, on est parti pour feuilleter ce DC KO tome 2, que je suis bien content de vous présenter, mais comme vous pouvez le voir, un numéro un petit peu particulier, dispositif un petit peu particulier, haute technologie, le bon vieux marque-page à base
Et oh, hérésie pour les fans de DC Comics, à base d'images autocollantes de chez Leclerc. Non, ce n'est pas un placement de produit, il m'en reste plein, donc je les utilise comme marque-page. Voilà. Bon, allez, j'arrête de raconter ma life. Donc, on est sur le format, hein, le même format que le premier, le même dos. On est toujours sur cette collection, la collection Prime de chez Urban. Voilà, on nous annonce directement le tome 3 apparaître et il sort effectivement fin juillet. C'est un album qui vous coûte 25 €. Et pour démarrer tout à fait par la fin, c'est une traduction de Yann Graff et un lettrage de Scribjit pour la version française. Allez, c'est parti, on y va, on va feuilleter parce que je vais essayer de me concentrer pour pas vous spoiler parce que c'est vrai que le grand risque, c'est donc de vous spoiler le contenu de cet album. Ça serait bien dommage. Un numéro spécial baston. Comme je le disais, qui est totalement régressif. Si vous cherchez de la subtilité, etc., oubliez. On est là pour se battre. Vous voyez donc qu'on a une liste d'auteurs, d'artistes assez conséquente. On a un résumé du tome 1 qui est très bien foutu. Il faut bien le dire, c'est très bien fait. Je ne sais pas, c'est dommage d'ailleurs que Urban ne crédite pas le rédacteur de ces éditos. Mais pour le coup, faut quand même bien dire que là, il y a eu un énorme boulot de résumé du tome 1. J'avoue même que j'ai compris des trucs du tome 1 grâce à ce résumé. Je vous avoue que le tome 1 n'était pas toujours très très clair dans ses explications et dans ce qui se passait. C'est un peu décousu. Le fait qu'il y ait plein de tie-ins, ça aidait pas non plus. Et bien là, il y a une remise à plat de l'histoire que je vous conseille fortement de lire. Moi, je l'ai lu 2 fois avant d'attaquer le tome. C'est très bien foutu. De temps en temps, certains râlent contre les éditoriaux français. Là, je dois bien dire que là, c'est super bien fichu. Je passe cette page très rapidement de façon à ce que si vous n'avez pas, si vous n'avez pas lu le tome 1, que vous voulez avoir un petit avant-goût du tome 2, mais sans trop vous spoiler, vous savez, c'est le tableau des résultats en fait du tournoi. Alors, dans ce tome 2 de DCKO, la particularité, c'est qu'on va avoir DCKO 3/5, qui est le dernier épisode de l'album, et juste avant DCKO 3, on a Knightfall. C'est Knightfall? Ah, je sais plus. Ah bah voilà. Donc bon, bref. Attendez, c'est à la fin. Je confonds toujours le nom de ce. Je dis toujours Knightfall alors que c'est pas Knightfall. Ce Knightfall, évidemment, c'est autre chose. C'est Knight Fight. Voilà. Ah, putain, je devrais retenir Fight. Hein, bon. Vous avez Batman DC KO Knight Fight 3. Et puis juste avant, vous n'avez que des duels. C'est des 1 contre 1 en baston. Et qui sont en fait soit des numéros spéciaux comme là, Superman versus Captain Atom, soit des numéros de série en cours. On y reviendra. Donc ce round 1, bon, en fait, Urban les a numérotés, mais il n'y a pas d'ordre en fait en réalité. Hein. C'est vraiment des bastons indépendants les unes des autres. Donc on peut les lire dans n'importe quel ordre. Et aux États-Unis, c'était sous la forme de singles, qui n'étaient pas indispensables à la compréhension de l'histoire principale, puisque tout ça vous est résumé dans DC KO 3. Mais un peu à la manière, vous savez, de Avengers vs X-Men, où vous aviez des duels. Ils n'étaient pas indispensables, mais ils permettaient d'approfondir un petit peu plus l'histoire. Bon, on va pas se cacher, là, le but, c'est simplement de profiter de la baston entre des super-héros. Et là, Captain Atom contre Superman, sacrée tête d'affiche pour entamer l'album, dessiné par Sean Isaacs et Joshua Williamson. Et scénarisé par Joshua Williamson. Donc on a un Captain Atom qui arrive là blindé à bloc, quoi. C'est-à-dire le mec il pense qu'il va se faire Superman, quoi. Donc c'est plutôt agréablement dessiné, c'est plutôt sympathiquement scénarisé, ça reste un duel. Bon bah évidemment ça va bastonner. Alors ça va nous permettre de prendre aussi un petit peu de prendre conscience de comment fonctionnent les duels dans ce DCKO. Ce sont des espèces de matrices, hein, un peu à la Matrix, qui sont placées autour des candidats. Et vous allez voir, en fait, dans les manches, c'est en 2 manches gagnantes, donc 3 manches maximum de jeu. À chaque manche, les candidats vont changer de costume et l'environnement va changer. Donc chaque candidat peut choisir un nouveau costume, enfin ça va au-delà du costume, c'est en fait choisir un nouvel état qu'ils ont connu par le passé dans des aventures précédentes.
tout ça est quand même assez méta, hein, finalement. Hein. Donc voilà. Donc là, normalement, vous êtes déjà en train de vous dire quel costume, quel état Superman va va bien pouvoir choisir et quel état Captain Atom va-t-il choisir pour essayer de bastonner Superman. Bon, voilà, on y est, quoi. Hein. Ça blast, voilà. Évidemment, Superman a son petit mot en mode non, mais aussi, il venait y avoir des humains. Bon, il n'y en a pas, hein, des humains dans les immeubles, etc. etc. C'est juste du décor pour la baston. Et de la baston, il va y en avoir. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce premier combat, c'est qu'on comprend qu'il n'y aura pas il y aura pas de cadeau fait entre super-héros. C'est-à-dire que a priori, ils vont tous se foutre sur la gueule joyeusement. Chaque fin de round se termine par un KO, comme ça, énorme. Alors, présenté d'une manière plus ou moins différente, mais on a quand même moi, à chaque fois que je les lis, j'ai l'impression d'être dans un jeu de baston, vous savez, et quand vous finissez par vaincre votre adversaire, vous avez le KO qui retentit. Bah, c'est, je pense, exactement l'esprit du truc. De toute manière, c'est vraiment calqué sur le jeu vidéo de baston, quoi, que ce soit Street Fighter, Mortal Kombat. Bon, Superman revient pour la deuxième manche. Évidemment, vous voyez, on a cette idée donc de différents avatars qui apparaissent. Et comme il dit, bah, chacun va choisir en fait son avatar. Et ça fait partie du plaisir du truc parce que normalement, si vous êtes un peu proactif lors de votre lecture, vous vous dites, ah tiens, lui, il devrait plutôt prendre tel avatar, lui, il ferait mieux de prendre tel autre. Et évidemment, on découvre les avatars en question. Donc là, par exemple, Captain Atom choisit son avatar monarque et Superman choisit le Superman Prime du 853e siècle. Et donc ça nous permet évidemment de varier les combats, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir simplement les deux protagonistes qui se battent pendant 2 ou 3 manches avec les mêmes costumes et les mêmes pouvoirs. Donc tout ça crée une dynamique qui est vachement cool. Si j'ai mis un petit post-it, c'est qu'il faut passer ce passage. Donc je passe et je vais directement. Vous avez vu, magie de la préparation. Je ne vous spoil pas la fin de ce combat. Et je ne vous spoilerai même pas la fin de tous les combats. Vous allez voir, petite astuce. Ne tentez pas de reproduire ça chez vous. C'est fait par un professionnel. Aquaman contre Hawkman, ça fait partie de la série régulière Aquaman. C'est le numéro 12. C'est scénarisé par Jeremy Adams et dessiné par John Timms. John Timms qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'il fait. Il y a quelques années, il était sur Harley Quinn. J'adore son style graphique. C'est un truc assez intéressant, hein, Hawkman et Aquaman, parce que ce sont deux personnages assez nobles, on va dire, qui ont un statut un peu comme ça de monarque, on va dire. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le cas pour Aquaman, mais je trouve qu'il boxe un peu dans la même catégorie à ce niveau. Et donc, bah, c'est l'occasion, encore une fois, d'une baston entre eux. Là, ici, Jeremy Adams décide de faire un flashback, c'est-à-dire de montrer en fait qu'est-ce qui s'est passé 24 heures avant le tournoi, et d'expliquer pourquoi Aquaman va se battre. Donc Jeremy Adams prend le temps de donner des raisons à cet affrontement. Et encore une fois, entre les deux protagonistes, on comprend qu'il n'y aura aucun cadeau. Mais il y a une chose intéressante dans cette première manche, c'est que c'est Hawkman qui va le découvrir. Comme le dit Aquaman, de l'eau, il y en a partout dans l'univers. Et donc, ça lui donne un certain avantage. KO! Je le fais bien. Alors, si je passe à cette page suivante, ici, vous voyez, vous avez un interlude sur la tour de garde. Parce qu'on a oublié que sur la tour de garde, il se passe des trucs aussi, pendant que tout le monde est en train de se bastonner. Vous avez Darkseid qui a pris possession du corps de Booster Gold. Et il se retrouve, en fait, à affronter les différents protagonistes qui se trouvent dans la tour de garde. Parce que lui aussi, il fomente un truc, hein, évidemment, Darkseid, sous cette apparence. Et donc, à chaque combat, on va avoir comme ça un interlude qui va faire progresser la trame générale. C'est pas extraordinaire comme manière de mener le truc, mais c'est pas con, on va dire. Parce que ça permet de tisser un fil rouge entre tous les rounds jusqu'à DC KO 3 qui se trouve à la fin de l'album. Et ce fil rouge réserve en fait une petite surprise à la fin de la dernière baston. C'est en ça aussi que le travail éditorial ici de Urban, je revenais un peu sur ce que je disais tout à l'heure, Urban a créé une numérotation. Là, pour le coup, c'est plutôt bien vu. Autant pour les combats, ça n'a aucune importance, autant pour ce fil rouge, on sent bien ils ont travaillé à ce que on soit bien dans l'ordre. Le deuxième round du combat entre Aquaman et Hawkman, et évidemment, chacun va choisir un avatar différent. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le dieu Horus, qui est le dieu donc de Hawkman, va débouler pour essayer de conférer une certaine puissance à Hawkman. Est-ce que ça suffira? C'est à retrouver dans
euh, c'est à retrouver dans cet album. Oh, bah, vous voyez, j'ai tellement bien fait le truc que j'ai pas forcément... Ah, bah, j'avais oublié de le mettre ici. J'ai bien fait de faire attention. Round 3, Wonder Woman contre Lobo. On est sur un numéro spécial, c'est DC KO, Wonder Woman versus Lobo. Alors bon, évidemment, ça, moi j'attendais ce combat avec, avec impatience. Il est géré par Joel Jones au scénario et c'est dessiné par Jason Howard sur les 19 premières pages et Carrie Nord et Daniel Bayliss pour les pages suivantes. Moi, j'étais très très curieux de voir ce que ça allait donner. On a vraiment une ambiance ring. Hein. Alors, j'adore ici ce côté pixel art du truc. Voilà, parce qu'on a en fait un spectateur qui regarde un truc à la télé et bah, il s'arrête sur ce programme et donc il se dit ah tiens c'est vachement cool. Allez hop, on revient en arrière. Bon alors. Bon, on a, on a ici une présentation. Voilà, on est vraiment sur un ring de boxe. Lobo est présenté, Wonder Woman est présentée un peu de manière Rambo-esque. Vous savez, elle se prépare, elle met son attirail, elle met son rouge à lèvres. Voilà, donc c'est plutôt, on est dans la déconne, mais ça marche bien, quoi, parce que c'est joué, c'est fait au premier degré complètement, mais c'est totalement assumé. Et donc, bah, on a ce personnage de Lobo qui explique qu'il va la défoncer, quoi, Wonder Woman, puisque bah, il est l'incarnation de la virilité et de la force. Et c'est ça qui est intéressant dans cette confrontation, c'est qu'on a cette espèce de mulasse, de brutasse qui est Lobo, totalement décérébré, face à Wonder Woman, qui est l'incarnation bah, du féminisme quelque part chez DC. Et c'est plutôt bien vu. Donc au début, la force brute prime, puisque ben, vous avez Lobo qui défonce littéralement Wonder Woman. Retour sur le, comment dire, sur le ring pour la deuxième manche. Et là, la deuxième manche, ça va changer de tout au tout, puisqu'elle met son armure dorée avec les ailes. Et là, ça va plus être du tout la même chose pour la baston. J'aime bien cette baston-là. J'adore ce que fait le scénariste. C'est vraiment bien foutu. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler. Si, ça, je peux vous montrer. Voilà, vous avez voilà, elle choisit son armure dorée, et Lobo choisit cette incarnation-là. Alors, certains d'entre vous vont dire, mais c'est qui ce Lobo? Ah oui, c'est le Lobo New 52. Alors, on n'avait pas eu la VF, mais aux États-Unis, ils y ont le droit à cette version Lobo complètement naze. Et la petite surprise cerise sur le gâteau, c'est que Wonder Woman vient pas seule, elle vient avec d'autres incarnations de Wonder Woman. Et ouais, si je peux continuer à vous... Non, je ne vais pas continuer. Je saute. Je saute. Il y aura une troisième manche. Bah, vous êtes un peu spoilé sur la troisième manche, mais tant pis, c'est pas grave. Petite pause dans ce feuilletage pour faire un petit disclaimer. Si vous aimez cette chaîne, eh ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à liker, à mettre un pouce, voire même à commenter. On adore ça, les commentaires. Sans rire, ça fait énormément travailler les algorithmes et c'est super avantageux pour nous. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le faire. C'est pas pour rien que tout le monde vous le demande, c'est que ça marche vraiment. Donc voilà, merci d'y penser. Je vous laisse continuer à feuilleter l'album. Salut! Ouah, c'est chaud hein, de pas vous spoiler sur ces trucs-là. Waouh. Euh, Round 4, Cyborg contre Swamp Thing, c'est quelque part ici, c'est la nature contre la technologie. C'est scénarisé par John Lehman et c'est dessiné par Pete Woods, un Pete Woods très en forme comme vous allez le voir. Pete Woods, il était déjà sur le Teen Titans dans le tome précédent, mais là je trouve qu'il a vraiment fait un sacré effort. Donc voilà, c'est la baston entre la mécanique contre la biologie, contre la nature. Et a priori, sur le premier round, ça fait pas un pli, la technologie l'emporte et on pense que Cyborg va s'en sortir largement, d'autant plus que, comme vous le voyez, il a un nombre d'avatars et d'incarnations phénoménal à choisir. Ça va pas être tout à fait le cas comment dire, pour Swamp Thing, sauf que Swamp Thing, il est l'incarnation de la sève, il est aussi l'incarnation de la nature, et en fait, comme il l'explique lui-même, la nature travaille sur le temps long, et ça va pas forcément être aussi facile que ça pour Cyborg. Donc vous doutez bien qu'il y aura un tome 3, enfin un tome 3, un, euh, un round 3. Harley Quinn contre Zatanna. Alors j'en attendais pas grand-chose de cette baston. Et quand j'ai vu que c'était Mirka Andolfo qui était au dessin, je me suis dit au moins ça sera joli. Mirka Andolfo, je crois que c'est celle
D'ailleurs, c'est un homme ou une femme? Je ne sais plus. Je pense que ça doit être une femme. Bah tiens, vous me confirmerez en commentaire ou pas. C'est elle qui avait fait Contro Natura, je crois, chez Glénat. Et elle a un style un peu manga, mais qui me rappelle aussi un peu ce que peut faire Bruce Timm par moment. Donc je trouve son trait très élégant, j'aime bien. Alors j'étais assez curieux de voir ce qu'elle va faire sur Zatanna, parce que je trouve que son style va bien à Zatanna. Et j'étais assez curieux de voir ce qu'elle allait donner sur Harley Quinn. Alors ce qui est assez rigolo ici, c'est que on a affaire à deux natures complètement différentes. Zatanna a un côté très première de la classe, tandis que Harley Quinn a un côté totalement peste. Et donc évidemment, ça va jouer contre Zatanna pour le premier round. Alors, Harley Quinn est très maligne parce que comme vous le voyez, elle arrive avec son marteau, elle lui donne un énorme coup avec le manche du marteau dans la gorge pour en fait empêcher Zatanna de lancer ses incantations et résumer finalement ce duel à une confrontation physique et dans laquelle Zatanna ne va pas pouvoir utiliser ses pouvoirs. Et ça, c'est, je trouve, assez cool. Euh, donc ça va être une sacrée baston entre deux nénettes. On est dans un format assez classique, là c'est deux filles qui se battent ensemble. C'est juste le combat, je reviens juste sur Wonder Woman Lobo, c'est assez étonnant, généralement les hommes et les femmes se battent pas ensemble. Et là, pour le coup, ils ont décidé de briser quelque part cette règle et de montrer en fait une baston entre un homme et une femme. Le deuxième round va être complètement différent, comme vous pouvez le voir, bah, évidemment, avec toutes les versions alternatives que peut avoir Harley Quinn. Bah, évidemment, elle n'a que l'embarras du choix. Quant à Zatanna, c'est beaucoup plus léger en termes comment dire, en termes d'apparence. Je suis assez surprise je suis assez surprise, non, je suis assez surpris qu'il n'ait pas pensé dans les incarnations de Harley Quinn à mettre comment elle s'appelait? Old Harley Quinn, là, la version un peu Mad Max d'Harley Quinn, ça aurait été, je trouve, pas mal, et en fait, ils n'y ont pas pensé. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais je trouve que ça aurait été intéressant de la remettre ici. Le round 6, c'est The Flash contre Green Lantern, plus précisément Jay Garrick contre Guy Gardner. Bon, c'est pas superbement dessiné par Vasco Gorgiev, il faut quand même bien le dire, c'est pas génial en termes de dessin. C'est scénarisé par Mark Waid et Christopher Cantwell. Alors là, par contre, ce round-là, il est surtout intéressant pour le scénar et pour les dialogues entre ces deux persos. C'est surtout là que ça va se jouer. Il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que Jay Garrick, au début, il tente d'amener Guy Gardner sur un autre type d'affrontement. Il lui dit, bah écoute, plutôt que de se bastonner, on va tenter un autre affrontement, on va jouer aux dames. Et évidemment, vous imaginez la réaction de Guy Gardner qui, en plus, ne sait pas jouer aux dames. À un moment donné, il lui dit ah, mais c'est bon, quoi. C'est bon, ton truc là de vieux, ça commence à me gonfler. Et donc, bah, ça va vraiment lancer la baston entre les deux personnages. Et ce qui suit, en fait, c'est intéressant, c'est les différentes incarnations qu'ils vont utiliser pour le combat. Et ça, c'est vraiment super bien foutu. C'est vraiment intéressant. Donc, voilà, j'insiste pas trop parce que tout le plaisir, là, pour le coup, est vraiment dans les dialogues et dans le concept. Round 7, Lex Luthor contre le démon, scénarisé par Joshua Williamson, donc un des chefs d'orchestre de cette saga, et dessiné par Aidan Sherman. Aidan Sherman, découverte de ces derniers mois, que vous avez vu là sur la série publiée par Urban Comics en 3 tomes, dont j'ai oublié le nom. C'était des albums qui coûtaient très cher pour le contenu, pour le peu de contenu qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, mais c'était extraordinairement bien dessiné. Et puis révélé aussi par Absolute Wonder Woman. Donc là, il est sur Lex Luthor le démon. Bon, c'est un combat moi qui m'a pas super emballé, ce qui m'a plu pour le dessin, mais qui m'a pas emballé plus que ça en termes de baston parce que le démon c'est pas un personnage que j'adore. Lex Luthor, bon, il est intéressant quand il joue une espèce de double jeu, mais là ici c'est pas fabuleux. Donc bon, voilà, c'est pas mon combat préféré. Par contre, celui-là, oui, celui-là, il m'a carrément. J'ai trouvé ça vraiment, c'est le meilleur des combats de cet album. Red Hood contre le Joker, dessiné par Dustin Nguyen et Giuseppe Camuncoli, et surtout scénarisé par Scott Snyder et Joshua Williamson, qui font un travail, je trouve, assez remarquable ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Red Hood, en fait, c'est un ancien Robin, et c'est, comment dire, un Robin qui s'est fait défoncer par le Joker, qui a été tué par le Joker pendant un temps. Vous savez, c'est ce Robin, en fait, que les lecteurs n'aimaient pas, et DC avait demandé aux lecteurs de voter par téléphone pour savoir s'il fallait sauver ou pas ce Joker.
Et depuis, il est revenu à la vie. Depuis, il est redevenu un allié de... Enfin, c'est un peu ambigu, mais on va dire qu'il est revenu dans la Bat Family. Et il a pris l'identité de Red Hood. Red Hood qui est en réalité le nom que pouvait porter le Joker à ses tout débuts quand il n'était pas le Joker. Voilà, donc évidemment, la confrontation entre les deux risque d'être assez truculente, surtout qu'on est à des personnages qui n'ont pas forcément de super pouvoirs. Et donc, ben, on va avoir une confrontation assez physique et aussi, mine de rien, vu le contexte, assez intellectuel. Intellectuel, peut-être pas. Psychologique, voilà, psychologique. Bon, ça bastonne à coups de couteau et à coups de hachoir, c'est plutôt bien vu. Et évidemment, ce qui va être pas mal dans le deuxième round, comme vous allez le voir, c'est que... alors là, ici, ça se déroule, voilà, ça se déroule à Ace Chemical, donc l'endroit où le Joker est devenu le Joker. Et donc, bah, évidemment, ça a une portée symbolique assez importante. Vous voyez, donc c'est cette fois-ci, c'est pas c'est Jason Todd qui tombe dans l'acide et qui commence à se transformer et en expliquant qu'il ne veut pas devenir comme celui qui l'a tué, en quelque sorte. Et la deuxième manche, je passe un peu vite, hein, parce que je veux juste vous donner envie de découvrir les dialogues, le contenu, la baston. La deuxième manche, choisissez vos formes. Et ben là, Jason Todd choisit la forme qu'il avait lorsqu'il s'est fait buter par le Joker aussi, et ils se retrouvent dans les mêmes lieux. Et là, le truc assez sympa, c'est que en fait, les dessinateurs décident de reprendre en fait des planches, ou en tout cas les réadapter à l'époque moderne, mais c'est surtout la planche suivante qui va être intéressante. Vous voyez, ici, c'est la scène où le Joker bastonne Jason Todd, avec la petite allusion à la célèbre couverture de Mike Mignola, hein, ici. Et donc, bon, bah, tout le passage avec le pied de biche où le Joker s'acharne. Bon, et ben là, ça va plus être tout à fait la même. Voilà. Donc, il y a un petit côté revanche de la part de Jason Todd. C'est le moins que l'on puisse dire. Je ne vous explique pas comment cela se termine parce que je veux pas vous spoiler. On en a terminé avec les rounds. Donc en fait, à l'issue de ces rounds, bon, je vais l'expliquer tout à l'heure au début de DCKO 3, on va d'abord évacuer Night Fight. C'est le troisième épisode de Night Fight, donc c'est une série parallèle à DCKO. En effet, dans DCKO 1, attention spoiler, Batman se fait trucider par le Joker, mais en réalité, il avait une armure un peu spéciale, et le cœur d'Apocalypse le transporte dans une autre dimension, et le balade en fait dans différentes incarnations de Gotham. Incarnations de Gotham où c'est ses alliés, c'est Robin, qui ont réussi là où lui a échoué. Donc il s'agit en fait d'explorer l'héritage potentiel de Batman auprès de ses Robins. C'est pas passionnant. Enfin, c'est pas mal, mais je trouve que ça aurait été intéressant en dehors de la saga d'Isikeo. Là, ça donne vraiment l'impression qu'on met Batman dans un sas à l'extérieur du combat, parce qu'on ne veut pas l'utiliser dans les manches de qualification, mais on sait très bien qu'il va revenir, vu l'importance du personnage pour l'éditeur, qu'il va revenir dans la boucle à un moment ou à un autre. Donc je trouve le procédé assez artificiel, et c'est dommage parce que l'histoire en elle-même est plutôt pas dégueulasse. C'est scénarisé par Joshua Williamson, et en plus, ils ont mis un de leurs dessinateurs vedettes, c'est Dan Mora, sur le titre. Donc ça donne une série avec des dessins qui sont plutôt pas mal, même si je trouve que là, Dan Mora, bon, par moments, c'est un peu léger. Mais bon, bah, il y a quand même son style et sa patte graphique qui fonctionne bien. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'ils mettent en avant le Batman détective. Donc on a un Batman qui vient ici résoudre en fait une énigme un peu à la Cluedo. Et on se dit que ça doit probablement être Bruce Wayne qui s'est réincarné, sauf que Noni, ce n'est pas Bruce Wayne, c'est une... Bruce Wayne, il s'est réincarné en hologramme dans les ordinateurs du Batman de cet univers, qui est en réalité un Robin. Donc c'est plutôt bien vu. Et cet épisode se termine... Ah, je vous le montre pas, non, je vous le montre pas. Il va être transporté à nouveau dans un autre univers, voilà, où cette fois-ci, il est incarné dans Ra's al Ghul, où il retrouve son fils Damian, bon, qui n'est pas réellement son fils, on est dans un univers alternatif, mais je ne vous montre pas parce que je ne veux pas vous spoiler. Comment ça se termine? Il y a une fin qui est assez rigolote, je m'y attendais pas, donc je fais ah ouais tiens ça peut être pas mal. Donc voilà, je veux essayer de vous préserver aussi. On arrive au dernier épisode de cet album, DCKO 3. Donc on résume, les candidats en fait à ce grand tournoi se sont affrontés, il y a eu un vainqueur à chaque fois, et donc ces vainqueurs vont se retrouver pour cette fois-ci une nouvelle manche avec des règles nouvelles. Juste auparavant, ce que je peux vous montrer,
C'est cette page qui introduit ce DCKO 3 qui montre en fait les univers qui pourraient être générés si le champion l'emporte. Alors, attention, je fais gaffe parce que ici, je ne veux pas vous montrer cette partie-ci parce que ici, il y a le résumé de ceux qui ont gagné. Mais, par un tour de passe-passe scénaristique, ce DCKO 3 vous propose en fait un affrontement par paire, en 2 par 2. Alors, vous voyez, hein, le versus, là, on est vraiment dans une direction artistique qui rappelle énormément le jeu vidéo, quoi, hein. Donc, que ce soit Mortal Kombat ou Street Fighter. Et dans cet épisode, donc c'est un gros épisode, vous allez avoir droit à 4 affrontements en 2 par 2, en 2 contre 2. Donc, Guy Gardner contre Hal Jordan, enfin Guy Gardner et Hal Jordan, donc les deux Green Lantern ensemble, contre Superman et Shazam, les deux personnages qui sont en fait une copie l'un de l'autre. Je vous explique pas, ça serait trop long, mais donc voilà. Vous avez un autre affrontement 2 contre 2, Lex Luthor et Supergirl contre Aquaman et Hawkman. Donc ça, c'est plutôt bien vu aussi, c'est-à-dire que j'aime beaucoup cette idée de Lex Luthor et Supergirl parce qu'il fut un temps où ils étaient ensemble, où ils étaient alliés dans l'histoire de DC Comics. Rappelez-vous l'histoire de Matrix. Si vous êtes intéressé par Matrix, cette Supergirl venue d'un univers de poche, je vous renvoie au visionnage du comics Supergirl Coréenne que j'ai fait il y a quelques jours, qui est dispo sur la chaîne. Et voir Aquaman et Hawkman, cette fois-ci alliés, c'est plutôt pas mal. Wonder Woman et Big Barda, bah oui, c'est les deux femmes très fortes de chez DC Comics. Bah c'est plutôt bien vu contre Cyborg et Connor Hawke. Et bah là aussi, c'est vachement bien vu, je trouve. Et puis Zatanna et John Constantine qui incarnent deux facettes de la magie chez DC contre le Joker et un invité surprise que je ne spoilerai pas. C'est là aussi, moi, rien que l'idée de voir John Constantine affronter le Joker, moi, ça m'éclate. Et le pari est tenu, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces affrontements. Alors, je trouve que le fait de les avoir mis dans DCKO 3 fait que les affrontements vont être très limités. C'est-à-dire que les affrontements durent peu de temps. Certains sont vraiment expédiés, tandis qu'on focus sur d'autres. Par exemple, Zatanna, John Constantine contre le Joker et un invité surprise, eh ben, c'est un peu expédié. C'est-à-dire que, surtout que l'invité surprise est vachement bien, hein. Si vous aimez Scott Snyder, ça va vous éclater. Moi, ça m'a fait rire quand je l'ai vu arriver, l'invité surprise. J'ai fait, ah putain, il a osé, quoi. Donc, il y a énormément de second degré chez Scott Snyder. On lui a tellement reproché des trucs sur la dernière partie de de sa période chez DC, quand il faisait metal et black metal. Là, j'avoue que il fait fort. C'est-à-dire, moi, ça m'a fait sourire. Voilà. Ça reste totalement anecdotique, hein, mais c'est fun. L'idée est fun. C'est-à-dire, moi, j'aurais jamais pensé qu'il allait faire ça. Voilà. L'autre truc qui est rigolo, c'est que ici, dans ces duos, vous avez certains duos qui sont totalement dysfonctionnels, qui vont finir par éclater qui vont éclater tout de suite, quoi. Par exemple, Lex Luthor et Supergirl. Si vous connaissez l'histoire de Lex Luthor et de Supergirl, c'est cohérent de les mettre l'un avec l'autre, mais très vite, en fait, Supergirl va se retourner contre Lex Luthor, et on va se retrouver avec un trio contre Lex Luthor, vous voyez. Donc il y a des surprises quand même dans cette confrontation. C'est juste dommage que l'épisode n'est pas suffisamment long et donne pas suffisamment de place à ces combats, mais ils y sont quand même. Voilà. Je vais directement à la fin, pour pas vous spoiler. Cependant, j'ai presque envie de vous montrer la page qui précède. Allez, je vous la montre quand même. Voilà, ça va pas spoiler la dernière page, c'est ça. C'est en fait que Apocalypse, qui possède donc Booster Gold, explique en fait que les vainqueurs de ces affrontements 2 par 2 vont devoir affronter ces champions, et ces champions, ce sont eux, alors que le véritable combat commence, c'est-à-dire que les véritables confrontations contre les absolutes, les versions absolutes, arrivent. Alors il y a quelque chose d'assez étonnant de voir ces versions d'absolute parce qu'elles correspondent pas tout à fait à celles qu'on connaît. C'est-à-dire que certes c'est les mêmes costumes, mais on ne connaît pas le Batman absolute avec ce regard, ce rictus de grosse brutasse. Certes, c'est une brutasse, mais là, on les sent mauvais, ces personnages. Ils ont quelque chose de malveillant, ce qu'il n'y avait pas dans les séries que l'on a pu suivre. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas, de la simple mention dans DCKO 1, on arrive maintenant à l'arrivée de ces personnages dans DCKO 3, et donc, bah, évidemment, vous vous doutez bien qu'il va y avoir à un moment donné confrontation, ça serait dommage que ça n'apparaisse pas.
je peux souffler, je ne vous ai pas spoilé quoi que ce soit. J'espère que j'ai pu vous donner un avant-goût et partager avec vous le plaisir que j'ai eu à lire cet album. Je peux même enlever ça, mon cache. Je le garde, outil très précieux. On a la galerie de couverture alternative. Donc ici avec évidemment une des confrontations vedettes de l'album, Lobo contre Wonder Woman, signé Joel Jones et Jordi Belair. Ici, cette couverture alternative de Dan Mora sur DC KO 2, pardon, 2, qui résume tout l'esprit de DCKO. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, DCKO. C'est le côté très jeu vidéo, de la baston, et juste de la baston. Et on laisse le cerveau à l'entrée, c'est pas la peine, il n'y en aura pas besoin. À part pour quelques petites références pour les vieux lecteurs qui ont envie de s'amuser à ce spectacle régressif mais amusant. Titans 30, donc qui reprend la confrontation entre Cyborg et Swamp Thing. Là c'est par Edwin Gallman et là par Brad Walker. Évidemment, on a droit à notre petite couve de Harley Quinn contre Zatanna, le Knight Fight qui est aussi ici présent par Ludo Lullaby. Grosse actualité en ce moment puisque Ghost Pepper est sorti aux éditions Delcourt. Et regardez comme c'est bien fait. J'ai fait un feuilletage de Ghost Pepper que vous pouvez trouver sur la chaîne, si vous suffit simplement de chercher dans les dernières vidéos. Et Ludo Lullaby sera à nouveau sous le feu des actualités, puisqu'il y a Battle Chasers, l'intégrale qui sort d'ici quelques jours chez Urban. Le Red Hood contre le Joker par Lee Bermejo. Et puis là, c'est même affrontement, mais cette fois-ci vu par Dustin Nguyen. Et puis enfin, là, c'est Superman contre Atom avec gros focus sur Darkseid par Sanford Green et rebelote ici de ce côté avec les troupes Omega de Darkseid. Bref, c'était velu, ça a bastonné, c'est ce qu'on était venu chercher et je suis bien content que ce tome 2 redresse en fait la barre parce que c'est vrai que le tome 1 m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Je peux enfin dire que la saga DCKO prend son envol dans ce tome. Voilà, on a fait le tour de cet album qui, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez compris, je pense, dans mon feuilletage, moi, m'a particulièrement plu. On retrouve enfin un petit peu le souffle épique que cet event doit avoir et qui avait été un peu, je trouve, compromis dans le tome 1 à cause de tous les tie-ins, mais en même temps, il fallait bien expliquer ce qui se passait à côté de ces arènes de combat. Mais là, on est vraiment dans le cœur de la baston. Il reste plus qu'un tome qui sortira donc fin juin et je pense que je vais l'acheter. Je pense que je vous en ferai un petit retour. Voilà, si vous aimez ce que je vous ai proposé et que vous n'êtes toujours pas abonné, vous savez quoi faire, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à commenter les différents combats, voire même, tiens, par exemple, à me dire quels sont les combats que vous auriez voulu voir dans dans cet album. Si on vous laissait le choix des protagonistes, quel baston en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 vous auriez voulu... j'ai du mal à parler. Vous auriez voulu voir dans dans cet album. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir en commentaire, nous on est toujours ravis. Et puis partagez autour de vous cette chaîne, parlez-en. D'ici là, je vous dis à très bientôt, lisez des comics, partagez-les, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut, ciao!